Et l'idée clé, c'était la confidence de Freistadt sur le fait que c'était des moteurs à turboréacteurs conventionnels qui fonctionnaient. Et le secret, n'en déplaise aux gens qui ont écrit un peu partout, dans des sites ou ailleurs, que c'était bien connu. Non, c'est pas bien connu. Et bon, je me suis amusé à le lâcher dans mon livre. Et même chez ce brave Tapie, dans l'émission de Tapie, j'ai dit à Bernard Tapie, c'est la première fois qu'on verra ces images à la télé, hein, effectivement. Alors voilà l'engin. C'est-à-dire que là, vous aviez Aurora au décollage, avec ses entrées d'air ouvertes. Et puis tout d'un coup, vous le voyez la maquette à côté, vous voyez que les entrées d'air se sont fermées. Là, on a fermé les entrées d'air inférieures. Et à ce moment-là, il y a une entrée d'air MHD qui s'ouvre au-dessus. Là, on la voit bien. Faites un peu un gros plan qu'on voit comment c'est foutu là. Hein. On peut zoomer un peu. Voilà, grossissez. Voilà, parfait. Donc vous voyez comment ça se passe. Vous voyez que vous avez à l'avant, j'ai représenté en jaune, des électrodes. C'est assez schématique. Vous avez cette entrée d'air. Et à l'intérieur, on voit que cette entrée d'air, elle communique avec les turboréacteurs conventionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entrée d'air MHD? On va la mettre de profil comme ça. Vous avez des électrodes. Bon, c'est pas comme ça en quelques minutes à l'écran et dans cette salle que je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Vous trouverez ça dans l'annexe scientifique de mon livre, ça vous expliquera comment ça fonctionne. Mais c'est une idée géniale, et une idée géniale que je n'ai pas eue. Et je vous assure que quand j'ai compris ça, je me sentais mal parce que j'ai eu ça sous le nez pendant 20 ans et je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais effectivement été un des co-inventeurs du générateur, de l'accélérateur pariétal. L'accélérateur pariétal, c'est ce qu'on utilise pour accélérer l'eau à la paroi des torpilles, comme on disait, je vous le disais tout à l'heure. Ces torpilles MHD, elles ont toute la paroi qui est tapissée d'électrodes comme ça, qui sont, je ne sais pas, à 1 centimètre l'une de l'autre, quoi. Hein. Bon, l'accélération, ça va, mais les machines MHD sont réversibles. Si vous prenez une magnéto, eh bien, la magnéto, vous tournez la manivelle, vous faites du courant électrique. Mais si vous mettez du courant électrique, vous détournez la manivelle. La machine est réversible. Les machines MHD sont aussi réversibles. Et je le savais. Et je n'ai pas pensé à appliquer ça au générateur pariétal. Ce qui fait que là, derrière, vous avez un accélérateur pariétal. C'est-à-dire que là, on injecte de la puissance électrique et on augmente la vitesse d'éjection des tuyères. Voilà vos moteurs à réaction conventionnels. Le gaz sort à une certaine vitesse et cet accélérateur-là leur donne un surcroît d'énergie. Mais de l'autre côté, ici, ça fonctionne en générateur. Donc c'est ceci qui produit la puissance électrique. Ce qui fait que l'idée fabuleuse d'Ajax et d'Aurora, je me suis toujours demandé, mais pour arriver à mettre en jeu un système MHD sur un appareil de ce genre, il faut 100 mégawatts. Comment on les fabrique? 100 mégawatts, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire de sous-marin. Ça pèse lourd. Je vois mal mettre ça dans un avion. Il n'y a pas besoin de réacteur. Voilà le générateur. L'énergie, c'est l'énergie du gaz. Et alors en plus, on gagne sur tous les deux tableaux. C'est qu'on fabrique de l'électricité. Pas 2 tableaux, 4 tableaux à la fois. On fabrique de l'électricité dont on va se servir après pour accélérer le gaz en sortie de tuyère. Et en fabriquant cette électricité, l'air arrive avec une vitesse V. Donc il a une énergie cinétique à demi de mV2. Donc si vous convertissez l'énergie en électricité, vous ralentissez le gaz. Le gaz est ralenti continuellement sur cette partie supérieure. Sa pression augmente. Vous le ralentissez sans l'échauffer. Ça vous permet de le faire rentrer dans la gueule d'un turboréacteur conventionnel. Ce qui fait que l'idée de Freistadt se trouve, enfin la confidence de Freistadt se trouve confirmée. Ces engins-là fonctionnent en hypersonique à 10 000 km/h et 60 km d'altitude avec des moteurs de Concorde, ce qui est fabuleux. Bon, c'est un peu plus compliqué que les moteurs de Concorde parce qu'en plus on utilise la tension électrique pour enrichir le carburant en molécules C60. Enfin, c'est toute une usine à gaz. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est quand vous voyez ce schéma-là, vous dites, bon, il n'y a qu'à prendre un Concorde et puis lui mettre des électrodes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est 1000 personnes au boulot pendant 30 ans et pas des premiers venus. C'est un retard irrattrapable pour les Européens. Pas forcément pour les Français, mais pour les Européens. Même si les Européens pouvaient se mettre tous ensemble, ils ne rattraperont jamais les Américains. Surtout que les Américains, ils continuent. Ils n'en sont plus là. Ils sont bien en avance. Vous savez, quelquefois, quand ils montrent des choses, on avait tendance à se dire, s'ils montrent ça, c'est qu'ils ont mieux. Mais c'est vrai. Hein. Par exemple, ça, c'est l'avion espion américain. Pourquoi c'est l'avion espion américain? Alors, premièrement, je vais quand même apporter un complément. J'ai expliqué que ce système permettait de faire fonctionner des moteurs à réacteurs conventionnels, que grâce à ça, on avait parce que cette machine Aurora, elle fait une onde de choc, et cette onde de choc, comme le dessus est entièrement plat, l'onde de choc est en dessous. Et c'est ce qu'on appelle un wave rider. Un wave rider, c'est une machine qui marche en surfant sur son onde de choc. C'est comme une planche de surf, un truc comme ça.
trouve en dessous, et une surpression, et la machine peut voler comme ça. Qui plus est, Aurora est... alors là, c'est merveilleux, c'est la dernière phrase que m'a dit ce gars quand il était rempli de pain de bière. Il était debout à côté de la table, il oscillait, et il m'a dit, et en plus, Aurora est satellisable. Ah bon? Comment? Grâce à la poussée donnée par des moteurs fusées additionnels. Donc, quand le truc atteint 10 000 km/h, eh ben, vous savez qu'à 28 000, on est satellisé. Mais si vous allez simplement à 15 000, 17 000 km avec une poussée supplémentaire, eh bien, à ce moment-là, la machine sort de l'atmosphère, elle fait un bond. Hein, et ensuite, cette machine va en fait voler comme un galet qui ricoche à la surface de l'eau. Et ça, c'est indiqué en clair dans hypershow.org. C'est une façon de se déplacer où la machine sort de l'atmosphère terrestre, fait un vol semi-balistique, revient, reprend la vitesse, ressort, revient, reprend la vitesse. Dans le projet Hypershow, on indique que ça met New York à 1 heure de Tokyo et qu'il y aurait 25 ricochets. Bon. Ça, c'est un peu, je dirais, la version projet d'avion de transport, parce que ces engins-là, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce sont les TGV de l'avenir. Hein. Tout commence par des versions militaires. Après la guerre, quand vous avez volé sur des Boeing 707, eh ben, c'était le Stratojet de quelques années avant, qui avait été... Bon, c'est pas tout à fait l'avion militaire, mais c'est dérivé de ces avions militaires. Bon, ben, un jour, ces engins-là deviendront des avions civils. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'aller aux antipodes en 2 heures. Tout compris. Je répète, 2 heures. C'est difficilement imaginable. Bon. Mais c'est déjà une réalité. Donc, comment protéger le bord d'attaque de ces engins-là sans que ça fonde? Ça fait intervenir quelque chose qui est un peu compliqué, qui s'appelle l'effet Hall. Et Freistadt en parlait déjà. Et je vous assure que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'ai ramassé ces quelques petits bouts de phrases comme ça dans ma tête. J'ai eu une discussion de techniciens avec les Américains qui était pas mal non plus. Et l'effet Hall permet, à partir de ces générateurs MHD, avec des champs magnétiques très intenses, je crois qu'Aurora doit faire 12 Tesla supraconducteurs, d'obtenir des champs très importants. Donc des tensions très importantes. Donc au bord d'attaque d'Aurora, on colle carrément, je sais pas, 30 000, 100 000 volts. Et comme c'est dans un gaz très raréfié, ça crée une décharge électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle Aurora, parce qu'il vole à la frontière de l'ionosphère. Hein, c'est une altitude, la pression relativement basse, je crois que ça doit être quelques millimètres de mercure. Donc le bord d'attaque est complètement transformé en plasma, en gaz ionisé. Alors quelqu'un ne comprenait pas très bien, il avait l'impression que ce truc-là était accroché à l'avion. Non, c'est pas ça. C'est que l'air rentre, la décharge électrique l'ionise, et après, à l'arrière, il se désionise. Mais quand Aurora vole, c'est comme une espèce de petite comète. Il y a une espèce de couche de plasma autour. Alors ça a 2 effets. Le premier, c'est que l'onde de choc ne se forme pas sur le bord d'attaque, mais 1 mètre en avant, et de manière beaucoup plus soft. C'est pas du tout pareil. Et le second effet, c'est que l'engin est entièrement furtif. Hein, vous savez par exemple que quand les satellites rentrent dans l'atmosphère, il y a une phase qui dure quelques minutes, 4 minutes environ, pendant laquelle on ne peut pas communiquer avec ces engins. Et on ne peut vraiment pas communiquer. Si on pouvait communiquer par radar, on le ferait. C'est important de pouvoir communiquer avec des astronautes pendant qu'ils sont en train de rentrer. Et si vous avez vu les films comme L'étoffe des héros, ou par exemple plus récemment, c'est repassé à la télévision, là, Apollo 8, à un moment, ils sont en train de rentrer, on ne sait pas si leur bouclier thermique va tenir. Et le type dit, on a 4 minutes à attendre pendant lesquelles on n'a pas de communication radio. Ça veut dire que lorsque ces capsules spatiales font leur entrée dans l'atmosphère, il s'écoule 4 minutes pendant lesquelles vous ne pouvez pas communiquer avec elles parce qu'elles sont complètement entourées de plasma, comme Aurora. Et si on avait des radars qui permettent de suivre les capsules spatiales pendant leur phase de rentrée, et ça, je peux l'affirmer, j'en suis pratiquement sûr, on est capable on a des radars spécialisés qui permettent de suivre des petits objets comme ça, comme des capsules spatiales en phase de rentrée. Eh bien, quand elles sont hors de l'atmosphère, on les détecte. Et puis, il y a un moment où elles rentrent dans l'atmosphère, où elles sont entourées de plasma, et l'image radar devient floue. À la limite, il n'y en a plus du tout. Et je donne un exemple. J'ai un ami journaliste aéronautique qui m'a parlé, alors je ne sais pas si c'est paru dans la presse ou pas, d'une détection d'Aurora ou de machines de ce genre-là qui a été faite au Canada